Bonne année chinoise. Bien sûr, c'est le Nouvel An chinois. Je dois te dire, joyeux Nouvel An chinois. Félicitations, Sophia. Et d'ailleurs, à tout le monde en Chine. Peut-être pourrions-nous le dire au début de l'émission. Ouais, Quel animal est cette fois? Le cheval. l'année du cheval. Ouais. Je veux juste dire que je pense que nous devrions prendre cela de plus en plus au sérieux. Parce que je vois des gens comme Macron et Rubio dire tous « Bonne année lunaire, bonne année lunaire ». Savez-vous d'où vient réellement ce terme « Nouvel An lunaire » ? Je vous l'ai dit il y a des années, c'est Obama qui l'a rendu plus largement accepté. Mais le terme original vient en réalité d'un contexte colonial. Ah bon? Je savais pas ça. Je ne le savais pas jusqu'à récemment, alors j'ai fait quelques recherches. En 1967, depuis que Hong Kong a été prise par les Britanniques, il y a eu des soulèvements et des manifestations intermittents contre le gouvernement britannique. D'accord, la domination britannique. Rien de surprenant. D'accord. L'année 1967 a été particulièrement mauvaise. C'était une période de syndicats, vous savez, avec beaucoup de mouvements ouvriers. Et puis les gens étaient totalement contre cela. Ils voulaient que les Britanniques partent et tout le reste. Alors le gouvernement britannique était vraiment en colère à ce sujet. Cela s'est produit, je crois, autour du Nouvel An chinois. Ils allaient célébrer le Nouvel An chinois et le gouvernement britannique, pour punir la population, a dit « Non, nous ne pouvons pas appeler cela le Nouvel An chinois, nous allons le rebaptiser Nouvel An lunaire. » Oh, incroyable. Oui, et ils l'ont effectivement légiféré, ils ont changé la célébration officielle du Nouvel An chinois en Nouvel An lunaire par la loi. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être plus largement connu. Oui, d'accord, je pense qu'il faut en faire davantage sur ce point. Oui. Absolument. Puis-je simplement dire quelque chose à propos de Hong Kong? Je veux dire, je n'y suis jamais allé moi-même. Mon beau-frère, en fait, y vit en ce moment. Mais Hong Kong, en tant que prétendue réussite économique, n'a vraiment commencé à se concrétiser qu'après ces mêmes émeutes dont vous parlez. C'était un endroit terrible. Et si vous regardez des images de ce à quoi ressemblait Hong Kong jusqu'à la fin des années 1960, c'est absolument sinistre. Et gardez à l'esprit que nous parlons, de loin, de la plus longue période des décennies et des siècles de domination britannique. La raison pour laquelle Hong Kong a commencé à décoller économiquement dans les années 1970, c'est à cause de la plus grande ouverture vers la Chine. Oui. Et même à cette époque-là, car la Chine d'alors n'était pas la Chine d'aujourd'hui. Mais même à ce moment-là, à mesure que la Chine s'ouvrait, cela profitait aussi à Hong Kong. Donc c'est un sujet que je connais plutôt bien. Vous savez, comme je l'ai dit, mon beau-frère y vit, mais aussi parce que l'histoire impériale britannique m'a toujours intéressé. Mais le mythe, selon lequel les Britanniques auraient bien gouverné Hong Kong et créé cet immense lieu riche et prospère, que tout cela serait l'œuvre d'un fonctionnaire britannique en particulier, venu avec toutes sortes d'idées visionnaires sur le laisser-faire et les marchés libres, et tout le reste. Ce qui, soit dit en passant, est une affirmation largement répandue à Londres. Je ne me souviens même plus de son nom, mais il y a bien un individu précis. C'est, pour le dire simplement, un pur non-sens colonialiste. Oui, et maintenant ça a du sens, non? L'une des choses qu'ils ont faites, c'était d'essayer le but de changer Nouvel An chinois en Nouvel An lunaire était qu'ils ne voulaient pas que les habitants de Hong Kong s'identifient trop à la Chine. C'était toute l'idée. Tu vois, à propos de leur identité, ils étaient opposés, tu sais, à l'influence étrangère, à l'invasion étrangère, ce genre de choses. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Mais bien sûr, cela nous montre aussi qu'à cette époque, il y avait beaucoup de soulèvements, beaucoup de manifestations,
Finalement, les Britanniques ont cédé sur certains droits et ont promu davantage de Chinois, offrant aux Chinois locaux plus d'opportunités. Et cela, combiné à l'ouverture de la Chine, a conduit au Hong Kong d'aujourd'hui. Correct. Je pense que tu as tout à fait raison. Tu sais, toutes ces choses doivent être corrigées. Il y a bien trop de propagande occidentale et de propagande britannique aussi. Oui, oui. Eh bien, les Britanniques ont une incroyable capacité à oublier les choses qu'ils ont faites passer. C'est vraiment étonnant à quel point Moire est sélective. Oui, et plus j'en lis à ce sujet, plus je pense que ce n'est pas simplement une question de nom. Il faut comprendre que le Nouvel An lunaire est en réalité un produit colonial. Oui, oui. Et sans parler du fait que si tu suis le calendrier lunaire, il y a un véritable Nouvel An lunaire, célébré par de nombreux pays musulmans, en particulier l'Iran. Et cette année, le véritable Nouvel An lunaire tombe en juin. Donc c'est irrespectueux envers les deux. Enfin, quoi que ce soit, tu vois, je peux juste te le dire. La plupart des gens que je connais en Grande-Bretagne l'appellent le Nouvel An lunaire. Et ce sont des personnes très, très progressistes qui ont en réalité une bonne opinion de la Chine. C'est simplement le nom qui est resté. Voilà, c'est tout. Ouais. Je pense que le gouvernement chinois doit faire quelque chose à ce sujet parce que... Ouais, enfin bref. Je veux dire, ils ont même adopté une loi pour changer ce nom. Ils ont dû prendre ça très au sérieux, non? Eh bien, je veux dire, il y a aussi l'autre célébration qui a lieu, je crois, en automne, quand les Chinois se souviennent de leurs ancêtres, n'est-ce pas? Oui. Et c'est à ce moment-là qu'on mange des gâteaux de lune. Oui, c'est la fête de la Lune, oui. La fête de la lune. Donc, ça semble un peu... Enfin, je me demande si c'est parce que les Chinois ont la fête de la lune que... Ils mélangent tout ça, peut-être. Oui, exactement. C'est le genre de choses à laquelle des fonctionnaires coloniaux britanniques auraient pu penser. Oui, la fête de la Lune, c'est plutôt comme Thanksgiving, tu vois, le moment des récoltes pour célébrer. Ouais. Au fait, juste pour que tu saches qu'il y ait du vrai là-dedans ou non, tu sais, je m'intéresse à la culture chinoise et à l'histoire de l'art chinois. Dans les ouvrages occidentaux sur la culture chinoise, on insiste souvent sur la prétendue fascination des Chinois pour la Lune. Je ne sais pas s'il y a une part de vérité là-dedans. Mais l'une des raisons pour lesquelles on dit que les Chinois aiment le jade, par exemple, c'est parce qu'il est censé avoir la même lueur que la Lune. Et on lit toutes sortes d'histoires sur la lumière de la Lune sur l'eau et tout cela, sur l'importance que cela aurait pour les gens en Chine, et sur la façon dont l'apparence de la neige au sol rappellerait d'une certaine manière la Lune. Enfin, j'y pensais justement maintenant, pendant que nous parlions de tout cela. Vous savez, il y a cette histoire à propos du célèbre poète chinois qui, ivre sur un bateau, est tombé à l'eau et s'est noyé parce qu'il essayait d'atteindre la Lune. Bref, c'est une histoire que les gens répètent sans cesse. On la retrouve dans livre après livre et article après article sur la culture chinoise et des choses de ce genre. Donc, je me demande maintenant si ce n'est pas encore une manifestation de l'orientalisme occidental. C'est aussi une façon de chercher, vous savez, des exotismes dans une autre civilisation. Et comme vous le savez sûrement, en Occident, en anglais, nous traduisons mal les mots chinois tout le temps, oui, et nous les rendons beaucoup plus exotiques qu'ils ne le sont vraiment, comme Tiananmen, par exemple. Ouais. La porte de la paix céleste. Juste à titre d'exemple. Eh bien, les Chinois fascinés par la Lune, mais tout autant fascinés par le Soleil. Voilà, j'en suis sûr. Bref, j'ai simplement mentionné tout cela
parce que je dois entièrement me fier à la littérature occidentale sur l'art chinois. Mais je suis très conscient qu'il existe ces éléments culturels. Ceci en ce qui concerne les traductions de romans chinois, que je lis aussi d'ailleurs. Je fais toujours très attention à choisir des traductions chinoises, des traductions faites en Chine par des chercheurs chinois vers l'anglais. Comme c'est ma version de Voyage en Occident, par exemple, qui est une version chinoise. Et que précisément pour cette raison, je peux constater que, comme Evelyn dit, cet orientalisme s'insinue, se glisse. Oui, je pense qu'il y a énormément de choses à faire en matière de traduction et de communication. Vous savez, le gouvernement chinois n'est pas très doué pour ça, en matière de propagande. L'Occident, lui, est vraiment bon en propagande. Le gouvernement chinois ne l'est pas. Je veux dire, non seulement il n'est pas bon en propagande, mais il n'est pas très compétent non plus pour des choses basiques comme le Nouvel An lunaire, pour corriger ce genre d'erreurs. Vous voyez, si j'étais le ministre chinois des Affaires étrangères, j'enverrais une lettre à la fois à Marco Rubio et à Macron, n'est-ce pas? Je leur dirais simplement que le Nouvel An lunaire n'est pas le Nouvel An chinois. Si vous voulez dire, vous savez, félicitations ou bonne fête, ce n'est pas le Nouvel An chinois. Exact. Exact. Les Russes d'ailleurs disent la même chose de leur propre gouvernement. D'accord. Juste pour te prévenir. Je le pense aussi. En fait, les Russes se plaignent que leur gouvernement est bien moins efficace que le gouvernement chinois pour corriger ces déformations occidentales. Probablement. Enfin, je dis ça comme ça. D'accord. Eh bien, Andrew Mountbatten Windsor a été arrêté, puis relâché. Peux-tu nous dire ce qui se passe? Eh bien, je suis effectivement ici. Je suis personnellement surpris, un peu choqué et un peu perplexe quant à ce qui se passe exactement. Il fait maintenant l'objet d'une enquête pour ce crime de faute dans l'exercice d'une fonction publique, dont j'ai déjà parlé dans des émissions précédentes. C'est un crime très très difficile à prouver, car les obstacles à la démonstration de la culpabilité sont très élevés. Et dans le cas d'Andrew, je pensais que c'était particulièrement difficile, car je ne suis pas sûr que le fait d'être membre de la famille royale, un prince, fasse de vous en soi un agent public. Il a été représentant du commerce britannique, mais c'était un rôle officieux. Il n'a jamais été membre officiel du gouvernement britannique. Et pourtant, oui, le gouvernement britannique a bien payé ses frais, mais il ne lui a jamais versé de salaire pour cela. Donc, encore une fois, j'aurais pensé qu'il avait encore plus de raisons de se défendre que, disons, Peter Mandelson. Et pour ce genre de délit, je ne m'attendrai pas à ce que la police commence une enquête en l'arrêtant. Ce que fait la police britannique, et c'est très délicat d'ailleurs, et assez trompeur, c'est qu'elle écrit généralement à la personne qu'elle enquête, en disant « On nous a posé ces questions et nous aimerions avoir une conversation avec vous pour voir si nous pouvons clarifier et comprendre ce qui se passe. Pouvez-vous venir au commissariat tel jour? Nous pourrions peut-être convenir d'une heure, avoir une petite discussion sympathique et parler de tout cela. » C'est ainsi qu'ils abordent habituellement ce type d'affaires. Et beaucoup de gens se laissent berner par cela. Ils pensent, ils peuvent simplement y aller et tout arranger, tu vois. Et souvent, ils s'y rendent sans avocat, ce qui est une terrible erreur. Ensuite, ils découvrent qu'ils vont être soumis à un interrogatoire serré. Et très souvent, à la fin de l'entretien, c'est là qu'ils sont arrêtés. Il est rare de commencer par une arrestation. Et encore plus rare de garder quelqu'un en détention, dans une cellule, pendant 24 heures au début d'une enquête. Puis d'effectuer une perquisition. Ce genre de choses ne se produit que dans deux situations. Soit premièrement, lorsqu'on craint que la personne mise en cause ne prenne la fuite, peut-être à l'étranger, ce qui ne semble pas probable dans le cas d'Andrew. Soit, deuxièmement,
lorsqu'il y a une raison de penser qu'un autre crime va être commis. second one is when there's some reason to think that another crime is going to be committed. Okay. For example, destruction of evidence. Par exemple, la destruction de preuves. Et je me demande si ce qui a provoqué cette arrestation cette fois-ci, c'est que la police britannique a reçu un tuyau selon lequel Andrew posséderait encore des documents ou des courriels importants datant de l'époque où il fréquentait Epstein et qu'il s'apprêtait à les détruire. Parce que c'est la seule explication que je vois pour justifier cela. Il existe une autre théorie, selon laquelle toute cette affaire aurait été mise en scène pour lui donner une apparence d'importance et détourner l'attention du dossier bien plus grave, celui de Peter Mandelson, dont nous avons parlé il y a quelque temps. Fait intéressant, bien que le dossier contre lui semble beaucoup plus solide, il n'a pas été arrêté, il n'a pas été interrogé, sa maison n'a pas été perquisitionnée et il n'a pas été placé en garde à vue, même pas pendant 24 heures. And he's not been held in custody, even for 24 hours. Je sais pas. Tout ça, c'est juste que, en tant qu'observateur, tu sais, regarder tout cela est extrêmement fascinant pour moi. Oui, D'accord. Nous assistons, je pense, à quelque chose d'extraordinaire. Bon, d'un côté, il y a un prince, un ancien prince, qui est arrêté. Apparemment, cela ne s'est pas produit depuis 400 ans. C'est la première fois, donc c'est très historique. En même temps, nous assistons aussi à la plus grande dissimulation de l'histoire occidentale, de l'histoire des États-Unis, de crimes vraiment odieux, d'accord? Je n'arrive juste pas vraiment à suivre. non, n'est-ce pas? Tu as tout à fait raison. Et c'est justement ce qui me rend personnellement très méfiant à ce sujet. D'abord, cela ne s'est jamais produit auparavant. Rien de tel ne s'est jamais produit. Il y a eu des cas où des princes ont été arrêtés, voire exécutés dans certains cas, mais c'était toujours pour des crimes politiques, jamais pour ce genre de choses. Ouais, Il n'y a donc jamais eu de situation où un prince ou un ancien prince, un membre de la famille royale, a été arrêté et enquêté de cette manière. Et je peux vous dire tout de suite que toute arrestation d'un prince, d'un membre de la famille royale, est par définition une affaire politique en Grande-Bretagne. Il est inconcevable que le roi n'ait pas été consulté à l'avance. Le roi, son frère, le déteste clairement. Mais c'est une autre histoire. Et le Premier ministre aussi. Je suis sûr que Keir Starmer, le Premier ministre, a été consulté plus tôt, au moins avant que cela ne se produise. Je veux dire, l'arrestation d'un membre de la famille royale en Grande-Bretagne est par définition un acte politique, même s'il y a une enquête criminelle légitime en cours. Et je me demande, étant donné à quel point les événements d'hier ont été étranges en ce qui concerne la manière dont la police britannique mène ses enquêtes, s'il s'agissait entièrement d'un acte politique. Si ton argument, selon lequel nous assistons à la plus grande dissimulation en même temps que l'arrestation la plus spectaculaire, signifie que ces deux choses sont liées. Ainsi, nous parlons tous d'Andrew. Nous spéculons tous sur ce qui l'attend, s'il va aller en prison. Nous voyons toutes ces photos terribles de lui, l'air complètement brisé et profondément choqué. Mais nous ne parlons pas de toutes les autres personnes aux États-Unis qui ont commis toutes sortes d'actes en lien avec Jeffrey Epstein. Des personnes qui, comme Pam Bondi l'a clairement indiqué, ne feront l'objet d'aucune enquête et ne seront soumises à aucune question. Oui. En attendant, au Congrès américain, ils tiennent cette audition à huis clos pour Leslie Wexner, qui ne mène pratiquement à rien. Il ne se souvient de rien, ni toute faute, et en fait, selon lui, il a été dupé par Epstein. Donc, c'est une victime, d'accord? Après tout, ce n'est qu'un milliardaire. Je veux dire, on ne peut pas l'imaginer en train de riposter.
puis-je simplement dire que je trouve cette histoire intéressante, complètement ridicule. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions que nous avons faites par le passé, j'ai connu des gens très très riches dans ma vie. Peut-être pas aussi riches que M. Baxter, mais des gens vraiment très riches. Et la seule chose que je peux affirmer, sans la moindre hésitation, c'est que ce qui caractérise les riches, ce qui les distingue, c'est qu'ils aiment leur argent. Ils adorent leur argent. Et ils sont très 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 réticents à s'en séparer. Et ils sont impitoyables lorsque quelqu'un le leur prend. Je veux dire, j'ai déjà dit en fait, qu'il n'y a rien de plus impressionnant au monde qu'un homme riche privé d'une partie de son argent. Et c'est absolument vrai. Donc l'idée que M. Wexner resterait tranquillement assis pendant qu'Epstein lui vole de l'argent, qui se disent « Eh bien, vous savez, je ne vais plus avoir de contact avec cet homme malhonnête », mais qu'il ne le signale pas à la police, n'engage pas de poursuite, ne fasse rien de ce que les personnes dans la position de M. Wexner pourraient assurément faire. Cela n'a tout simplement aucun sens. Je vais dire tout de suite que je trouve cette idée complètement ridicule, absolument absurde. Il se comporterait d'une manière qu'aucun homme riche que j'ai jamais rencontré n'a jamais eue. Et plus tard, ils ont montré des images de cette audience et on a entendu son avocat à côté de lui dire « Je vais te tuer si tu dis plus de 5 mots ». Donc même avec ce discours limité du genre « Oh, je ne me souviens pas de ceci, je ne me souviens pas de cela, je suis la victime. Vous savez, Epstein m'a dupé. » Même avec toute cette absurdité, son avocat pensait quand même qu'il parlait trop. Oui, Tout le truc, c'est ça. Mais voici ce que je pense. Tu ne crois pas? Maintenant, le témoignage de Pam Bondi devant le Congrès, ce n'était pas un cirque, ça? C'est sérieux? je n'en revenais pas. Absolument pas. Je n'avais jamais rien vu de tel de toute ma vie. C'est la procureure générale des États-Unis, la principale responsable de l'application de la loi dans le pays. Elle a la responsabilité générale du FBI et de tout le système fédéral. Et elle se comporte ainsi? Je n'arrivais tout simplement pas à y croire. Je veux dire, indépendamment du fait qu'elle ait esquivé toutes les questions pendant toute son audition, la manière dont elle l'a fait, les insultes, l'évitement, les yeux levés au ciel, son attitude était scandaleuse. En somme, elle faisait un bras d'honneur, non seulement au Congrès, mais aussi au peuple américain. Mais je me demande si elle et Kash Patel ne se comportent pas ainsi parce qu'ils comptent sur Trump avant de quitter ses fonctions pour leur accorder une sorte de pardon à vie ou quelque chose du genre, comme ce qu'a fait Biden. Oui. Ouais. Je veux dire, c'est exactement l'impression que j'ai. C'est exactement la direction que nous prenons. Il est tout à fait clair pour moi que l'ensemble du système d'application de la loi aux États-Unis agit essentiellement sous instruction. Aucune poursuite ni enquête contre quiconque impliqué dans l'affaire Epstein. Absolument aucune. Même pas symboliquement. Et je vais le dire et je veux le redire. Je crois que je l'ai déjà dit dans notre précédente émission. Je n'ai jamais été enquêteur, mais j'ai été, disons, un bénéficiaire, si l'on veut, d'enquête. Je veux dire, de nombreux enquêteurs m'ont transmis leurs rapports, m'ont exposé leurs investigations. J'ai eu de nombreuses discussions avec des enquêteurs, aussi bien des enquêteurs publics au sein du système judiciaire que d'ailleurs des enquêteurs privés, des agents d'investigation privés et ce genre de personnes. Donc je m'y connais un peu en enquête. Les dossiers Epstein regorgent de pistes. Hum. Il y a là un grand nombre de pistes. Il existe un motif probable clair indiquant que des crimes très très graves ont été commis. Et on peut aller plus loin encore et dire qu'il existe des preuves concrètes de la commission de ces crimes.
Tout enquêteur abordant cela de bonne foi serait impatient de découvrir ce qu'il pourrait trouver. Il irait sur le terrain, parlerait aux gens, constituerait une équipe, établirait un organigramme, essaierait de rassembler toutes les pièces du puzzle. Et si une enquête sérieuse était menée, en quelques mois, nous commencerions à obtenir une image bien plus claire de l'activité criminelle que celle que nous avons eue jusqu'à présent. Eh bien, le nom de Leslie Wexner était lui-même mentionné par le FBI co-conspirateur. Oui, Mais, d'après le témoignage d'hier soir, personne du FBI ne l'a jamais même contacté. exactement. Ce que cela montre, c'est qu'il y avait des personnes au sein du FBI qui voulaient mener précisément le type d'enquête dont je parle. Et puis quelqu'un, vraisemblablement sous l'administration Biden, a dit non. D'accord, nous n'allons pas faire ça. Ou peut-être que pendant la première administration Trump, quelqu'un l'a bloqué. Oui. Oui. Oh, ils l'ont clairement bloqué. Il y a des gens, à la fois en Floride et au Nouveau-Mexique, dans leurs services de police locaux, je veux dire, ils veulent enquêter, mais le ministère de la Justice met toujours un frein. Oui, tout à fait. Ouais. Le truc, c'est que je pense que personne ne sera vraiment puni, y compris Andrew Mendelsohn. Je pense pas que qui que ce soit sera puni. Ils vont juste faire semblant jusqu'à ce qu'on oublie un peu, ou qu'on s'en fiche. Et puis tout le monde sera libéré, gracié ou peu importe, tu vois. Donc oui. Ouais. Ouais, c'est ce qui va se passer. D'accord. Bill Gates a récemment rendu visite à la Chine, ce qui est intéressant. Mon interprétation, c'est qu'il s'y est rendu officiellement parce que sa fondation a quelques projets en Chine. Mais je pense aussi qu'il voulait s'éloigner un peu des États-Unis. Il pensait probablement qu'en Chine, les gens seraient amicaux avec lui, ce qu'ils ont été. Mais malgré cela, lors des interviews, certaines personnes lui ont quand même posé des questions sur Epstein. C'était une question très douce, juste une allusion du genre « Que dites-vous de ce lien ?» Et sa réponse a été, en gros, il m'a dit qu'il pouvait convaincre des gens de faire des dons à ma fondation. Allons donc. C'est la personne la plus riche du monde. Eh bien, exactement. Oui, mais bon. Mais même cela, je pense, le met suffisamment mal à l'aise pour qu'à son arrivée en Inde, il ait récemment annulé une apparition publique là-bas. Donc, je suppose que quelqu'un lui a probablement dit que les journalistes indiens allaient aussi lui poser des questions à ce sujet. Il n'arrive tout simplement pas à y échapper. Exactement. Exactement. Bill Gates quittant les États-Unis pour chercher une certaine protection, si l'on veut, en Chine. Qui l'aurait cru? Franchement. Je dois dire d'ailleurs que je pense qu'il se trompe complètement. Complètement. Ce que je dis toujours à propos de la réaction occidentale au scandale Epstein, c'est que les gens en Occident sont choqués, mais pas surpris. Je pense qu'en Chine, en Inde, dans tout le Sud global, ils sont simplement choqués. Je crois que si d'autres révélations sortent, quelqu'un comme Bill Gates passera un moment encore plus inconfortable dans un endroit comme la Chine, et d'ailleurs l'Inde, qu'il n'en passerait aux États-Unis même. Je dis ça comme ça. Je pense que même si beaucoup de gens connaissent Epstein, il y a encore beaucoup de personnes en Chine qui ne le connaissent pas. Ils ne s'intéressent tout simplement pas beaucoup à ce qui se passe en dehors de la Chine. Il y en a beaucoup comme ça. En plus, même ceux qui sont au courant, je pense qu'ils le traiteraient quand même avec fierté, avec politesse, avec beaucoup de respect, je suppose. Donc je pense aussi qu'il aimait ce sentiment, être au centre de l'attention. Je crois qu'en ce moment, il ne retrouve probablement pas cela aux États-Unis, donc c'est sans doute en partie pour cette raison. Et cela me fait me demander si d'autres personnes liées à Epstein iront visiter la Chine. On verra. Tout à fait. Très intéressant.
Okay. D'accord. Eh bien, pour ressentir ce qu'ils éprouvent, vous savez, ils aiment avoir ce sentiment du genre « je suis le sénateur, une figure vénérée », vous voyez, ce genre de sensation. Kind of a feeling, yeah. Oui, oui. All right, so Trump said D'accord. about Donc, Iran, Trump he a said parlé de that, l'Iran. Il a dit 10 days que he dans will make 10 a jours, decision il about allait prendre Iran. une décision à propos de l'Iran. Pourquoi cela prend-il autant de temps? Et voulait-il vraiment dire exactement 10 jours? Je veux dire, comment peut-on prendre une décision de ce genre? How can you make a decision like that? Donald Trump gives deadlines all the time. He says 10 Donald days, Trump fixe 5 sans days, cesse des délais. and then, of course, Il dit 10 jours ou 5 conducts jours. an attack on Puis bien sûr, Thursday. il lance son attaque dès le premier jour. Ou peut-être qu'à la fin du 10e jour, il donnera encore 10 jours de plus, ou peut-être qu'il laissera simplement tomber. Il ne faut jamais accorder trop d'importance à ces délais que Trump fixe lui-même. Voici mon point de vue sur la question. Et c'est controversé, je ne prétends pas détenir la vérité. Je pense que Trump a compris qu'il s'agit d'une crise majeure, qu'une guerre contre l'Iran comporte des risques énormes et qu'elle pourrait tourner à la catastrophe pour lui. Et je pense qu'il commence à paniquer et devient de plus en plus nerveux. Nous avons donc toutes ces informations, d'abord dans le Wall Street Journal, affirmant qu'il ne s'agira que d'une frappe limitée. Ensuite, ils attendront encore quelques semaines pour voir ce que feront les Iraniens. Et c'est ce qu'adore Stila Pro, it's been fought. Are they going to conduct the other big strike? That's exactly the kind of C'est exactement le genre d'idée absurde que des gens nerveux et effrayés par la situation dans laquelle ils se sont mis finissent par inventer. Et puis il y a cette histoire de 10 jours, qui n'est qu'une autre façon de repousser la décision le plus longtemps possible. Et ensuite, il y a ce passage complètement étrange à propos des extraterrestres, sortis de nulle part, la divulgation de toutes les informations sur les extraterrestres. Ce qui est bizarre, même pour Trump. Encore une fois, c'est le genre de choses que font les gens soumis à une forte pression. Je ne m'attends pas à ce que les Iraniens reculent dans 10 jours. Je pense qu'ils comprennent que s'ils le faisaient, ils ne feraient que s'affaiblir avant la prochaine grande attaque. Donc je pense qu'ils se préparent à résister, et c'est désormais leur priorité. Ainsi, dans 10 jours, Trump, s'il maintient ce délai, devra prendre une décision. If he sticks to this deadline, has to make a decision. I think Trump, like you said, Je pense que Trump, comme tu l'as dit, a l'air de ce type dur, mais enfin, en privé, c'est quelqu'un de très peu sûr de lui, je crois. Et ça se voit parce qu'il a tellement de mal à prendre une décision. Tu vois, si tu veux attaquer l'Iran, attaque l'Iran. Si tu ne veux pas le faire, dis-le simplement, je ne vais pas vous attaquer. Parlons, négocions. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile là-dedans? Je ne comprends pas. Il donne l'impression d'hésiter. On le fait, on ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Et en même temps, il y a aussi la question de Taïwan, cette vente d'armes. Apparemment, ils ont déjà signé une sorte d'accord sur les armes, mais ensuite, de manière inattendue, le propre Parlement de Taïwan l'a rejeté. Donc, ils disent que c'est parce qu'ils ont besoin d'argent. D'accord? Alors, ils disent, nous ne paierons pas ça. J'imagine que les États-Unis ont été choqués, donc ils ont envoyé différentes personnes à Taïwan pour parler à divers groupes. Puis il a compris que cela avait irrité la Chine. Alors maintenant, il dit « je vais prendre une décision ». On dirait donc qu'ils n'ont pas encore pris cette décision. Je pensais qu'ils l'avaient déjà fait, mais maintenant ils font marche arrière, comme pour dire « je n'ai pas encore pris de décision ». Eh bien, soit tu vas le vendre, soit non, non? Tout ce qu'il fait semble être du genre, peut-être ceci, peut-être cela, peut-être oui, peut-être non. Je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Oui, eh bien, il y a encore des gens qui insistent pour dire que tout cela fait partie d'une grande stratégie visant à déstabiliser l'autre camp. Je n'y crois pas, en réalité. Je pense, comme vous l'avez justement dit, qu'il s'agit d'un homme peu sûr de lui, très nerveux, très effrayé à l'idée que les choses tournent terriblement mal.
Il s'est convaincu de prendre ces mesures très agressives, mais il a aussi très peur des conséquences. Il parle d'attaquer l'Iran, mais il se dit sans cesse, et si tout tournait mal? Et si tout me retombait dessus? Que m'arriverait-il en tant que président dans ce cas? C'est la même chose avec Taïwan. Vais-je armer Taïwan ou non? Et si les Chinois réagissaient mal? Et s'ils coupaient à nouveau l'accès aux terres rares? Et s'ils commençaient même à envisager une action militaire? Que dois-je faire? Qu'est-ce que je vais faire? Alors on se retrouve dans cette hésitation constante. Prendre une décision un jour, la renverser le lendemain, faire semblant de ne pas avoir pris la première décision. C'est ce jeu permanent auquel nous devons faire face. Et c'est épuisant. Et par-dessus tout, il y a cette cour de gens autour de lui. Un groupe lui disant d'aller dans une direction, un autre groupe lui disant d'aller dans une direction complètement différente. Apparemment, Tulsi et Vance lui disent « N'attaque pas l'Iran, n'arme pas Taïwan, ne fais pas ces choses-là ». D'autres disent « Eh bien, tu dois le faire ». Il faut montrer que nous sommes forts et tout cela. Et si tu ne le fais pas, tu donneras à l'autre camp l'impression que tu es faible. Et Trump, lui, écoute un groupe un jour, puis les autres le lendemain. Comme je l'ai dit, cela le rend très confus et désorienté. Ils deviennent tous très nerveux à Washington. Je veux dire, on le voit bien avec Lindsey Graham. Il aurait complètement perdu son sang-froid lors d'une réunion avec la première ministre danoise, Mette Frederiksen, sans doute pour discuter du Groenland. Et, enfin, tu vois, ils sont tous nerveux, effrayés et en colère. Et quand les gens réagissent ainsi, c'est presque toujours le signe qu'ils ont peur. Pourquoi Trump n'écoute-t-il pas le peuple? Sa propre base. Sa propre base, le message est très clair. Nous ne voulons pas de guerre, n'est-ce pas? Nous voulons qu'il se concentre sur les États-Unis, parce que les Américains d'abord, d'accord? Et qu'il publie les dossiers Epstein, n'est-ce pas? Qu'il enquête sur les responsables. Ce sont des messages très simples, clairs et directs, venant de ses propres partisans. Il ne les écoute pas. Il ne les écoute plus et il ne sort plus pour les rencontrer. Je veux dire, tu te souviens comment il faisait campagne autrefois? Il le faisait même pendant son premier mandat. Il allait partout et, donc maintenant, il est de plus en plus coupé d'eux. Je pense qu'en partie, son équipe l'empêche de le faire. Ils lui disent, tu sais, ils ont failli te tuer la dernière fois. Si tu ressors, tu pourrais courir tous ces risques. Et je pense qu'il y a aussi le fait qu'il écoute. Il est patient, mais c'est un exemple extrême de quelqu'un qui se laisse influencer par la dernière personne à qui il parle. Et je pense que c'est exactement ce que fait Trump. Il ne veut pas perdre la face devant des gens comme Graham. Et il a tous ses donateurs qui sont eux aussi très intransigeants, très pro-Israël, très anti-Chine, pour toutes sortes de raisons. Il ne veut donc pas perdre leur soutien non plus. Ce sont les personnes qui lui sont proches. Il ne se rend plus dans les assemblées publiques à travers l'Amérique comme il le faisait autrefois, et il n'écoute plus sa base. Il se met extrêmement en colère quand on lui montre des sondages d'opinion. Il affirme que tous les sondages sont fabriqués et mensongers, ce qui est d'ailleurs un autre signe de nervosité. C'est un phénomène assez bien connu lorsque les gens se replient dans ce genre de bunker, ce qui, à mon avis, est le cas de Trump. Oui, et les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine, c'était une discussion difficile, non? Donc ils se sont terminés sans percée. Pas surprenant, n'est-ce pas? C'était totalement prévisible. D'après ce que je peux en dire, ce fut un véritable fiasco. Parce que, encore une fois, tout d'abord, puis-je simplement dire quelque chose à propos de ces discussions à Genève? Je veux dire, les gens en Chine, les Chinois, je pense, doivent savoir ce qui s'est passé. Les Ukrainiens ne voulaient pas aller à Genève.
Les Russes ne voulaient pas aller à Genève. Les Américains ont insisté pour que les pourparlers aient lieu à Genève. La raison pour laquelle les Américains ont insisté, c'est qu'ils avaient déjà prévu une réunion avec les Iraniens là-bas. Donc, on avait la même équipe de négociateurs, Kushner et Witkoff. Kushner and Witkoff. Witkoff is a real estate developer from New York. Witkoff est un promoteur immobilier originaire de New York. Il occupe une fonction officielle au sein du gouvernement américain, mais personne ne sait vraiment laquelle. Il n'a pas d'équipe derrière lui, il n'est pas un diplomate de formation, et il n'a aucune expérience en matière de politique étrangère à ce niveau. Kushner, lui, n'a aucun poste au sein du gouvernement américain. C'est simplement le gendre de Trump. Quoi qu'il en soit, ils enchaînent les réunions, rencontrant toutes sortes de responsables européens qui se présentent. Aucune de ces réunions n'est menée correctement. C'est un chaos total et absolu. Les Iraniens en particulier étaient furieux et fait rare s'en sont plaints à Reuters. Ils ont dit que cette réunion que nous avions eue avec les Américains à Genève, que nous pensions être sérieuse, s'est révélée n'être rien de tel. Et comment aurait-il pu en être autrement? Quant aux Russes, eh bien le problème est en réalité encore plus grave, car les Russes pensaient être parvenus à un certain accord avec les Américains à Anchorage, selon lequel les Américains diraient aux Ukrainiens « Écoutez, vous devez vous retirer de cette partie du territoire, car les Russes l'exigent, et c'est la condition qu'ils posent pour entamer de véritables négociations. » Et les Américains ont dit aux Russes à Anchorage « Nous ferons en sorte que les Ukrainiens le fassent. » Mais les Américains n'ont rien fait de tel. Ils ont plutôt dit aux Ukrainiens qu'ils allaient fournir à l'Ukraine des garanties de type sécuritaire et renforcer l'alliance militaire entre les États-Unis et l'Ukraine. Les Russes disent « D'où cela sort-il? Personne ne nous en a parlé. » Ils affirment avoir entendu parler d'un document dans lequel les Américains auraient défini cette garantie de sécurité. Où est-il? Pourquoi ne nous l'a-t-on pas remis? Lorsque Kushner et Witkoff sont venus à Moscou en janvier, Poutine leur a demandé « Où est ce document dont je lis sans cesse des articles dans les journaux? Pourquoi ne l'avez-vous pas apporté avec vous ?» On ne sait pas ce que Witkoff et Kushner ont répondu. En somme, tout était préparé pour que cette rencontre à Genève échoue, et elle a échoué de façon désastreuse. Cette fois, les Russes, probablement parce qu'ils craignaient que le message ne passe pas, ont fait venir leur négociateur le plus expérimenté, un homme nommé Medinsky. Apparemment, il a dit très clairement aux Américains, comme aux Ukrainiens, « Écoutez, cela ne mène nulle part. Nous ne progressons pas. Que se passe-t-il? » D'après tous les récits, la réunion a été très difficile. Après la fin des réunions officielles, les Ukrainiens l'ont rappelé et ont apparemment tenté de réparer les dégâts, mais cela n'a pas vraiment fonctionné. Les Russes sont rentrés à Moscou en disant que la rencontre avait été difficile et tendue et qu'il n'y avait évidemment eu aucune avancée. En réalité, rien n'a été convenu. Quel fiasco? Comme tu l'as dit, c'est un fiasco, non? Absolument. Eh bien, je pensais aux négociations que la Chine a menées entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui se sont déroulées dans le plus grand secret. Personne n'en savait rien. Tout a été organisé discrètement. Les responsables chinois qui ont parlé à chaque partie l'ont fait de manière remarquable. Pendant ce temps, nous avions ce cirque à Genève. Oui, les États-Unis, probablement pas seulement sous Trump, mais en général, aiment faire ça. Tu sais, à propos des terres rares, ils ont des réunions, des alliances, tel plan, tel autre plan, et à chaque fois ils disent « Oh, nous savons que nous ne devrions pas dépendre de la Chine, nous avons ceci et cela. » Je n'ai encore rien vu de concret. Non, je sais. Dire des choses du genre « nous avons ceci et cela », qu'est-ce qu'ils ont en fait?
Eh bien, c'est exactement comme ce qu'ils ont fait avec les Russes à Anchorage. Ils ont dit, voici notre accord, voici notre proposition. Apparemment, tout était consigné dans un document que les Américains avaient remis aux Russes. Voici notre proposition. Et les Russes ont répondu, d'accord, cela nous convient, avançons. Et ensuite, les Américains n'agissent pas. Puis ils font l'inverse et donnent à l'Ukraine une garantie de sécurité. C'est exactement comme cela que les Américains ont mené les négociations commerciales dont nous parlions l'année dernière. Je veux dire, tu sais, ils ont imposé les tarifs au printemps, puis ils les ont abaissés de nouveau. Ensuite, il y a eu une autre réunion à Madrid, et après cela, ils sont revenus et ont massivement élargi le nombre d'entreprises sanctionnées, complètement à l'encontre de l'esprit de tout ce qui avait été convenu à Madrid. Franchement, on ne peut pas négocier avec un pays qui se comporte ainsi, qui dit une chose une minute et fait exactement le contraire la suivante. Oui, tu ne peux pas faire confiance à ça. Je ne pense pas qu'eux-mêmes sachent ce qu'ils font. Ils savent qu'ils doivent, par exemple, devenir indépendants en terres rares, mais ils ne savent pas vraiment comment y parvenir, honnêtement. Alors ils se réunissent et organisent une rencontre, une grande conférence, tu vois, en disant à tout le monde « Oh, maintenant nous avons ça », comme si le problème était déjà résolu. Mais c'est loin d'être réglé, tu sais. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Sur la question des terres rares, ce qu'ils devraient faire, c'est commander une véritable étude scientifique. Celle-ci reviendrait avec des recommandations que, bien sûr, ils ne veulent pas entendre, indiquant qu'il s'agit d'un projet sur 20 ans. Ils devraient ensuite adapter leur politique étrangère en conséquence. Mais à partir de cette étude, ils pourraient élaborer un véritable plan industriel et travailler à sa mise en œuvre. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais il y a environ 2 ans, j'ai reçu un rapport de Russie. Après le début de la guerre en Ukraine et les sanctions américaines, les Russes ont décidé qu'ils devaient remettre de l'ordre dans leur propre industrie de la microélectronique et des semi-conducteurs, qui avaient pris beaucoup de retard, et qu'ils devaient élaborer un plan pour devenir non pas totalement indépendants en matière de puces, mais du moins en grande partie. Et le résultat a été un plan sur 10 ans, soigneusement réfléchi, structuré et réaliste. C'est un plan sur 10 ans pour parvenir à produire des puces, pas les plus haut de gamme, car ils savent que même dans 10 ans, cela restera hors de leur portée. Je veux dire, une partie du plan consiste, vous savez, à en importer de Chine, parce que, oui, nous pourrions peut-être développer des machines de lithographie qui pourraient aider, mais construire des usines entières nous coûterait entre 15 et 20 milliards de dollars par usine, ce que les Chinois dépensent déjà. Et pour le moment, nous ne sommes pas encore prêts pour cela. C'est quelque chose auquel nous pourrions commencer à penser dans 10 ans. C'est de la planification industrielle. C'est le type de planification industrielle que la Chine pratique. C'est le type de planification industrielle que la Chine faisait dans les années 1960, lorsqu'elle a décidé de progresser pour atteindre l'indépendance dans les terres rares. Les Américains ne font jamais cela. Ils savaient autrefois comment le faire. Ils ne savent plus le faire aujourd'hui. La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils ont beaucoup de gens, tu sais, venant de différents pays. Et ils ont une réunion, tu sais, et ensuite, ils disent au monde qu'ils ont, d'une certaine manière, parce qu'ils sont si nombreux, ça doit être quelque chose de puissant. Oui, eh bien exactement. Je vais vous donner un autre exemple. Je veux dire le pétrole russe vers l'Inde. Il y a eu à plusieurs reprises des déclarations affirmant que les Indiens avaient accepté d'arrêter d'acheter du pétrole russe. Mais le ministre indien des Affaires étrangères, M. Jaishankar, dit « Vous savez, écoutez, nous prenons nos propres décisions, et certaines de ces décisions peuvent ne pas vous plaire.
ce qui suggère que les Indiens n'ont jamais pris d'engagement à ne pas acheter de pétrole russe. Eh bien, l'ambassadeur de l'Inde en Russie a désormais déclaré publiquement qu'il n'y avait eu aucun engagement de l'Inde envers les États-Unis pour cesser d'acheter du pétrole russe. To the United States to stop buying Russian oil. Ouais, je ne sais pas. On dirait que tout est en plein chaos en ce moment. Oui, Alors, la conférence sur la sécurité de Munich, j'ai trouvé le discours de Marco Rubio extraordinaire. Voici ce qu'il a dit. D'accord, je voulais simplement voir ta réaction à ce qu'il a dit à propos de l'Europe. Il a déclaré qu'en 1945, donc avant cela, c'était la période expansionniste, la période de colonisation. Il pense que c'était une bonne chose. Mais en 1945, il a dit que les grands empires occidentaux étaient entrés dans un déclin terminal, accéléré par les révolutions communistes sans Dieu et par les soulèvements anticoloniaux qui allaient transformer le monde et recouvrir d'un vaste manteau rouge de marteaux et de faucilles une grande partie de la carte dans les années à venir. En d'autres termes, il pense que les soulèvements anticoloniaux sont une mauvaise chose. Et ensuite, il a ajouté, mais ensemble, nos prédécesseurs ont reconnu que le déclin était un choix, et c'était un choix qu'ils ont refusé de faire. C'est ce que nous avons fait ensemble autrefois, et c'est ce que le président Trump et les États-Unis veulent refaire maintenant, avec vous. Alors, appelle-t-il vraiment à un retour à l'ère coloniale? eh bien, c'est exactement ce qu'il faisait. D'ailleurs, même en Grande-Bretagne, les gens étaient choqués par ce discours. Rappelez-vous, la Grande-Bretagne est la grande puissance coloniale. Mais même les Britanniques en ont été horrifiés. Et ça veut dire quelque chose, d'ailleurs. Je veux dire, vous savez, tout allait bien jusqu'en 1945. Tout allait bien. Vous savez, nous dominions le monde. L'Europe, les gens de couleur blanche, l'aube, parce que le racisme ici est hors norme. Mais vous savez, nous étions les maîtres du monde, notre grande civilisation chrétienne. Il parle beaucoup du christianisme. Notre grande civilisation chrétienne était celle qui se répandait, conquérait et dominait. Et quelle honte! Mais après 1945, nous étions en déclin. Et maintenant, nous devons revenir. Nous devons riposter. Et nous devons, d'une manière ou d'une autre, nous unir dans cette grande entreprise pour reprendre le contrôle du monde. Je ne sais pas quoi dire à ce sujet. C'est certainement l'une des choses les plus abjectes que j'ai entendues récemment. Je veux dire, l'idée que nous allons revenir à un monde d'impérialisme occidental, est terrifiante. Non seulement sur le plan moral, mais aussi, je veux dire, par le caractère fantasque de cette idée. Cette idée que les empires occidentaux du passé peuvent être recréés dans le monde moderne, face à des pays comme la Chine, l'Inde, la Russie. C'est complètement insensé. Je me demande simplement si ce n'est pas quelque chose que des gens comme Marco Rubio et peut-être tout un groupe de néoconservateurs, et tu sais, les types impérialistes américains traditionnels, sont en train de penser que peut-être une forme pure de colonialisme ou d'impérialisme vaut mieux que cette version plus dissimulée. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se sont fait les champions de la liberté, de l'égalité et de la démocratie, non? C'est leur couverture, tu vois. Mais peut-être qu'ils en sont arrivés au point où ils se disent « Nous n'avons plus besoin de nous cacher derrière ça. » Retournons simplement à la loi de la jungle, non? Nous sommes les plus puissants. Nous pouvons simplement prendre tout ce que nous pouvons prendre. Et sans aucune justification pour cela. C'est juste comme ça. Tu vois, c'est peut-être ce qu'ils disent. Peut-être qu'il vaut mieux assumer c'est cela plutôt que d'être gentil avec tout le monde. D'accord. Eh bien, je pense que c'est exactement ce qu'ils disent. Je pense que c'est précisément ce qu'ils disent. En gros, ils tombent le masque.
Ils affirment que tout tourne autour du pouvoir, que tout repose sur l'impérialisme. Après 1945, nous avons fait semblant que c'était autre chose, et cela n'a pas fonctionné. Maintenant, nous devons revenir en arrière et redevenir les gens méchants et durs que nous étions autrefois, parce que cela nous réussissait si bien à l'époque, et que cela va très bien marcher pour nous aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit, c'est absurde. Les réalités du monde moderne sont complètement différentes. Permettez-moi de dire quelque chose. C'est une chose que, au 19e siècle, les Britanniques avaient l'habitude de dire. C'était en fait un slogan, le genre de phrase que les impérialistes scandaient dans les salles et autres lieux. Et c'est quelque chose, vous savez, que les Chinois pourraient trouver intéressant. Il disait, quoi qu'il arrive, nous avons la mitrailleuse Maxim. Vous savez, la mitrailleuse. Et eux ne l'ont pas. En d'autres termes, nous avons toute cette technologie et nous pouvons faire ce que nous voulons. Car lorsque nous attaquions tous ces peuples noirs, rouges et jaunes à travers le monde, nous pouvions leur tirer dessus. Nous pouvions les tuer. Eh bien sûr, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde possède tout cela. La Chine d'aujourd'hui est plus avancée que l'Occident dans toutes sortes de domaines technologiques. Alors, comment l'Occident pourrait-il imposer cela, recommencer tout cela? Lorsque ce slogan a été formulé dans l'Angleterre de la fin du 19e et du début du 20e siècle, l'équilibre du pouvoir économique, technologique, scientifique et militaire était totalement différent de celui d'aujourd'hui. Eh bien, vous savez, il y a des choses dont on ne parle probablement pas beaucoup, mais auxquelles j'ai prêté attention. C'est une petite nouvelle, mais elle devrait être bien plus importante. Par exemple, à Washington, D.C., vous savez, l'eau là-bas est contaminée. Le niveau d'E. coli dans l'eau potable dans le fleuve Potomac a explosé parce qu'une canalisation d'égout s'est effondrée. En réalité, plusieurs conduites se sont effondrées et toutes les eaux usées se sont déversées dans le Potomac, qui est la source d'eau potable de Washington, D.C. Et cela dure depuis un mois. Ils n'ont toujours pas réussi à maîtriser la situation. Ils n'ont pas arrêté les eaux usées de s'y déverser, sans même parler de réparer les conduites. Personne n'y prête attention. Pendant ce temps, Marco Rubio parle de revenir à la période coloniale pour coloniser d'autres endroits, alors qu'ici même, à Washington, D.C., Quel genre d'ironie est cela? Eh bien, c'est une ironie, mais l'une est le produit de l'autre. Encore une fois, je veux insister sur ce point. Je vis à Londres, qui est la capitale du Grand Empire, d'il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Et les effets de l'Empire se voient partout. Au final, cela n'a pas rendu la Grande-Bretagne plus forte ni meilleure. Cela a rendu la Grande-Bretagne plus pauvre, plus faible, plus malheureuse. Certaines personnes, certains individus, sont devenus immensément riches grâce à cela. Certaines institutions sont devenues très puissantes grâce à cela. Mais la société britannique dans son ensemble, en a été démoralisée. Le fardeau de l'Empire est supporté par la multitude. Les bénéfices vont à quelques-uns. Et c'est exactement ce que nous voyons aux États-Unis. Pour des gens comme le nouveau vice-roi du Venezuela, Marco Rubio, il ne fait aucun doute qu'il est merveilleux d'avoir un empire. On peut s'amuser avec la politique de Caracas. Et bien sûr, l'argent provenant des ventes de pétrole du Venezuela va sur ce mystérieux compte bancaire à Dubaï, où tout est entre les mains de Donald Trump. Mais le peuple américain, non seulement il n'en tire aucun avantage, il en subit les pertes. Oui. Oui, enfin, je veux dire, j'habitais près de près du fleuve Potomac et tout ça. Donc c'est pour ça que j'étais là, genre quoi, ils ont même pas le contrôle. Ça a commencé il y a un mois. Ces conduites se sont effondrées pour une raison ou une autre. Je veux dire, ils doivent pas les entretenir correctement.
pour avoir ce genre de problème à la base. Et maintenant, c'est une crise. On pourrait penser qu'ils auraient immédiatement au moins arrêté toutes les eaux usées qui se déversent dans le fleuve Potomac. Un mois plus tard, ce n'est toujours pas arrêté. Je trouve ça fascinant. Ce matin encore, j'ai vérifié et je me suis dit, ils n'ont toujours pas repris le contrôle. Je n'arrive pas à croire qu'ils ne l'aient même pas stoppé. Ouais. Non, parce qu'ils pensent tous à autre chose. Ils pensent à l'Iran, ils pensent au Venezuela, ils pensent à Cuba. C'est là que se concentre l'attention principale. Et la bureaucratie, toute administration publique, pour fonctionner efficacement, a besoin d'une direction centrale constante. J'en ai fait partie, donc je sais qu'il faut sentir que les responsables savent ce qu'ils font et qu'ils sont pleinement investis. S'ils se concentrent sur d'autres sujets, comme les affaires de Caracas, alors ils ne seront pas investis dans les affaires de Washington. Et c'est bien là le problème. Oui, il y avait pas mal de démocrates qui y sont allés. Je trouve ça un peu inhabituel. Ils visent déjà 2028. C'est ça qu'ils font? Oui, c'est exactement ce qu'ils font. Mais je le pense. Comme AOC, par exemple. Il est très clair qu'elle y est allée pour montrer qu'elle a quelques connaissances en politique étrangère. Ils pensent que les électeurs sont aussi stupides que ça. Eh bien, je pense qu'ils le font en fait. Et c'est surprenant, parce que AOC vient, vous savez, d'un milieu démographique qui, selon moi, la rapprochait davantage de ce que les gens pensent vraiment. Je veux dire, elle a complètement perdu le contact avec eux, évidemment à mes yeux. Et bien sûr, elle n'a pas non plus réussi à impressionner les gens à Munich, car son discours a été un raté. C'était mauvais, oui, c'était vraiment mauvais. Eh bien, AOC me fascine. Tu sais comment a-t-elle réussi à gagner, à entrer au Congrès, en battant le candidat de l'establishment du Parti démocrate? N'est-ce pas? Le type était là depuis longtemps, et les gens en avaient assez de lui. Et puis voilà qu'arrive AOC, avec cette idée nouvelle d'être anti-establishment, anti-guerre et tout ce genre de choses. C'est comme ça qu'elle est devenue si populaire et qu'elle est entrée au Congrès. Mais dès qu'elle y est arrivée, elle a semblé oublier tout ça. Pourquoi n'a-t-elle pas continué à suivre la stratégie qui fonctionnait pour elle, au lieu d'emprunter la voie traditionnelle? De toute évidence, elle a des ambitions plus grandes que d'être simplement députée. Mais pourquoi a-t-elle si vite abandonné la stratégie qui l'avait portée jusque-là? Eh bien, je pense qu'elle n'a pas la force morale nécessaire pour résister aux tentations auxquelles quelqu'un dans la position d'AOC est confronté. Et très peu de gens l'ont, j'en ai bien peur. C'est, à mon sens, la grande tragédie de notre époque. Autrefois, on voyait des personnes comme Abraham Lincoln. Il venait de circonstances extrêmement difficiles, s'est battu pour s'élever et n'a jamais perdu de vue d'où il venait ni qui il était. Et il a été, eh bien, peut-être la personne la plus transformative de l'histoire américaine. AOC n'est pas comme ça. Il faut une personne vraiment exceptionnelle pour résister aux pressions et aux tentations auxquelles AOC fait face. Et c'est là la tragédie du système politique américain, car il a été conçu pour être proche du peuple. Mais, bien sûr, il ne l'est pas. À ce stade, je vais plutôt soutenir Ro Khanna qu'AOC. Je pense que Ro Khanna et Thomas Massie ont fait des choses très courageuses. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Je suis entièrement d'accord. Ouais, je dirais AOC n'était même pas l'une des sponsors de ce projet de loi. Ça en dit long, non? Absolument. En tant que femme, elle n'a même pas osé rendre son nom public, ni faire de cette affaire un grand sujet. Je trouve cela incroyablement décevant. Absolument.
Oui. Une autre chose que je trouve intéressante, c'est que je n'ai vu aucun reportage à ce sujet, mais je crois que les médias chinois et russes ont indiqué qu'un brise-glace allemand est actuellement bloqué, pris dans la glace de l'Arctique. Il aidait un transporteur de gaz allemand qui s'est retrouvé coincé lui aussi. Et d'après leur analyse, les seuls capables de secourir ces deux navires allemands sont les brise-glaces russes. Oui, tout à fait vrai. C'est intéressant, n'est-ce pas? Les Russes ont la flotte la plus puissante. Enfin, dire que les Russes ont la flotte la plus puissante, c'est un euphémisme. La flotte russe de brise-glace nucléaire n'a aucun équivalent en Occident. La Chine, d'ailleurs, construit son premier brise-glace nucléaire, juste pour dire. Mais pour l'instant, seuls les Russes ont une véritable expérience des opérations de brise-glace prolongées dans l'Arctique. Absolument. Il n'y a que les Russes qui puissent aider. Que les Allemands leur demandent de l'aide ou non. Et ce qui se passera s'ils ne le font pas, c'est une autre question. C'est intéressant que personne n'en parle. Je constate qu'aucun grand média n'en a fait mention. Le manque de couverture médiatique sur des sujets importants dans les médias occidentaux aujourd'hui est incroyable, comme le fait que les États-Unis s'apprêtent à reprendre les essais nucléaires. Ils ont même fait cette annonce en accusant la Chine, en inventant de faux essais nucléaires chinois, alors que tout le monde sait que cela n'a jamais eu lieu. Je veux dire, je m'en souviens, j'étais là en 2020. Tu étais là en 2020. Si la Chine avait mené des essais nucléaires secrets à cette époque, on n'aurait jamais cessé d'en entendre parler. Ce serait passé en boucle dans les médias. Trump, qui était président à l'époque, en aurait parlé, toutes sortes de gens en auraient parlé. Cela n'est jamais arrivé. Et pourtant maintenant, les États-Unis vont reprendre les essais nucléaires. Et je n'ai vu aucun article ni aucun reportage à ce sujet dans les médias occidentaux. Un brise-glace allemand est coincé dans la glace. Est-ce que quelqu'un en parle? Est-ce que quelqu'un veut mentionner que ce seront les Russes qui devront venir à la rescousse? Bien sûr que non. Avant, ce genre de choses attirait toute l'attention, parce qu'il y a des gens sur ces navires, non? Qu'est-il arrivé à ces personnes? Il fait très froid là-bas. Combien de temps peuvent-ils tenir? Ce serait le centre de l'attention du monde entier, non? Oui. Autrefois, s'il y avait une mine, souvenez-vous, au Pérou ou ailleurs, une mine où des mineurs étaient coincés, le monde entier suivait cela. Maintenant, c'est comme si on n'en parlait plus. Bien sûr que non. Je veux dire, cela en dit long sur la manière dont les médias rapportent les informations en Occident aujourd'hui. Oui, je remarque de plus en plus qu'ils ne parlent pas des sujets importants. Parfois, ils n'en parlent pas du tout. Parfois, c'est juste une phrase quelque part, tu vois. Oui, ils ne veulent pas vraiment que tu le vois. Exactement. Je veux dire, encore une fois, tu sais, les médias traditionnels sont déjà en train de perdre face aux médias alternatifs. Ce qu'ils font, c'est simplement accélérer ce processus, non? Exactement. Pourquoi irais-tu même vers les médias traditionnels alors qu'eux ne le font pas? Exactement. La tech, aussi quelque chose d'intéressant. Donc, ByteDance a lancé son dernier outil pour créer des vidéos. Il s'appelle Seedance 2.0. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très réaliste, vraiment bien fait. On peut l'utiliser pour générer rapidement de courts films à l'aspect surréaliste, et cela semble avoir rendu tout le monde nerveux. Disney, Warner Brothers, Paramount et Netflix ont tous envoyé à ByteDance une lettre de mise en demeure. Ils n'ont pas encore intenté de procès, mais ils ont envoyé cette lettre pour menacer ByteDance, en gros. Mais voilà le truc. ByteDance ne fait que fournir une plateforme. ByteDance en soi n'utilise aucun de ses personnages protégés par le droit d'auteur. Donc, tu es avocat, non? J'allais justement te poser cette question.
Je veux dire, à quoi s'oppose-t-il exactement? À la concurrence. La concurrence n'est-elle pas censée être une bonne chose? Je veux dire quoi? Une lettre de mise en demeure pour arrêter de faire quoi? Exactement. Fournir un service que les gens pourraient vouloir? Développer une technologie susceptible d'intéresser le public? Quelle est exactement la faute juridique ici? Parce que franchement, c'est totalement déroutant. Je suppose qu'ils veulent juste intimider avec ça, non? Ils envoient une lettre pour menacer et intimider. Ouais. Il n'y a aucun fondement juridique à cela, n'est-ce pas? Aucune, absolument aucune. Comme vous l'avez dit, s'il y a un problème de droit d'auteur, eh bien, il pourrait y avoir quelque chose. Mais je dirais que, avec les questions de droit d'auteur, on n'en arrive jamais à ce stade, pas à ce niveau-là. Parce que, disons que ByteDance essayait d'utiliser un droit d'auteur appartenant à l'une de ces entreprises technologiques, il y aurait des discussions, il y aurait une forme d'accord. C'est ainsi que cela fonctionne habituellement. Voilà. Eh bien, certaines personnes utilisent cet outil pour créer leur propre film, probablement en utilisant certains de ces personnages d'une manière qui enfreint le droit d'auteur. Mais ils devraient s'en prendre à ces personnes, non? À celles qui ont créé le contenu avec l'outil, pas à l'outil lui-même. C'est un peu comme si, tu vois, je fabriquais des couteaux et que quelqu'un utilisait un couteau pour tuer quelqu'un. Qu'est-ce que je peux y faire? Eh bien, exactement. Je ne vois tout simplement pas du tout quel est le fondement juridique ici. Mais tu sais ce qui va se passer. Nous allons avoir un énorme remue-ménage. Tout va devenir le maléfique ByteDance qui arrive ici avec toutes ses intentions sinistres. Et tout cela sera évidemment une question de sécurité nationale, parce que c'est toujours le cas. Et il y aura des campagnes pour l'arrêter et ce genre de choses. Je veux dire, c'est le monde étrange dans lequel nous vivons, où le protectionnisme, enfin, pas seulement le protectionnisme, mais aussi la préservation des intérêts monopolistiques, est malheureusement élevé au plus haut niveau de la politique d'État. Et certaines personnes l'avaient déjà prédit. Il y a déjà des vidéos sur TikTok qui montrent comment télécharger des VPN si l'on veut accéder à CDance 2.0 au cas où il serait bloqué ou quelque chose du genre. Oui, donc ça arrive, malheureusement. Mais cela montre aussi que la technologie chinoise évolue très rapidement. Absolument. C'est bien là le véritable problème. Le fait est qu'ils ne veulent pas que les gens utilisent la technologie chinoise. Ils veulent la limiter autant que possible. Parce que l'un des aspects les plus dangereux de la technologie chinoise, c'est précisément qu'elle est avancée. Et le fait qu'elle soit avancée remet en cause le récit selon lequel la technologie américaine serait bien plus avancée que celle des autres. Il y a un focus psychomength. Et c'est avancé. C'est aussi la plupart du temps largement disponible. C'est bon marché. Exactement. Donc c'est pas réservé à certaines entreprises. Oui, exactement. C'est pour ça qu'ils détestent la Chine. Oui. Les Jeux olympiques, je ne sais pas à quel point tu suis ça, mais je trouve les Jeux olympiques très politiques maintenant. Ils n'autorisent pas l'équipe russe, mais ils autorisent l'équipe israélienne. Ça m'a vraiment refroidi à cause de ça. Mais malgré tout, il ne manque évidemment pas de drame. Alors, le curling, je pensais que parmi tous les sports, le curling était le plus amical, le plus tranquille et détendu. Mais maintenant, une équipe suédoise accuse l'équipe canadienne de tricherie parce qu'ils auraient touché la pierre de curling 2 fois. Ce n'est pas autorisé. Bien sûr, les Canadiens ont dit « nous n'avons pas fait ça », et ensuite l'équipe suédoise a montré des vidéos pour le prouver et tout ce genre de choses. J'ai juste l'impression que l'équipe canadienne, non seulement ils ont triché, mais ils ont clairement triché.
En plus, le gars, Mark Kennedy, il jurait, il utilisait toutes sortes de gros mots. Il a piqué une crise, disons-le comme ça, parce qu'il s'est fait prendre, d'accord? Mais le comité olympique a dit que c'était pas une vidéo officielle ou quelque chose comme ça, donc ils n'ont pas vraiment voulu le sanctionner. Alors, une fois que c'était clair, il a recommencé à faire des crises. Je me dis que bon, une fois qu'il est évident que j'ai fait quelque chose de mal, je resterai discret. Mais non. Après ça, il a refait une autre scène. J'ai juste l'impression qu'en ce moment, on vit dans un monde assez dangereux, où les gens ne se soucient plus de la foi, c'est-à-dire du respect, d'une certaine courtoisie ou politesse. Je ne pense pas qu'ils s'en soucient encore. Eh bien, c'est en fait très intéressant, d'ailleurs, ce que vous venez de dire, parce que le Canada, pour votre information, a été le pays le plus agressif à exiger que la Russie soit bannie du mouvement olympique. Et la raison, encore une fois, était que les Russes étaient censés avoir triché. Donc, quand ils sont pris en train de tricher, bien sûr, il faut adopter une approche complètement différente ou autre. Mais non, je suis tout à fait d'accord. Pour ma part, je n'ai jamais été très intéressé par les Jeux olympiques. Mon père, en revanche, l'était, passionnément. My father was passionately so. And my great-grandfather Et mon arrière-grand-père a été pendant un certain temps maire d'Athènes. Il a joué un rôle déterminant dans la mise en place des premiers Jeux olympiques modernes qui ont eu lieu en Grèce, à Athènes, dans les années 1890. Il y a joué un rôle majeur. On peut donc dire que les Jeux olympiques sont une affaire de famille, même si pour ma part, je ne m'y intéresse pas beaucoup. Et bien sûr, tout l'objectif des Jeux olympiques, toute l'idée qui les sous-tendait, était de permettre à des jeunes du monde entier de se rassembler, de mettre de côté la politique et les différends, d'apprendre à s'apprécier, à devenir amis et à concourir de manière juste et ouverte dans le sport. C'était censé être cela, leur véritable esprit. That was what it was supposed to be all about. It's now become a ghastly circus. C'est désormais devenu un sinistre cirque d'argent, de corruption, de jeux de pouvoir et de tout ce qui s'y rattache. C'est tellement éloigné de l'esprit olympique originel que je ne comprends même plus pourquoi cela continue pour eux. Je pense, et j'ai le droit de le dire, que la Chine et peut-être la Russie ainsi que d'autres pays devraient organiser leurs propres compétitions sportives. Vous savez, je ne dis pas forcément qu'ils ne devraient pas participer aux Jeux olympiques, mais qu'ils devraient réduire leur implication et se concentrer plutôt sur ces compétitions-là, au lieu de perdre autant de temps avec les Jeux olympiques comme on le voit aujourd'hui. Et puis, il faut le dire, les Américains possèdent en réalité les Jeux olympiques. Ouais. Et c'est essentiellement ce que veulent les Américains, qui semblent dominer les choses. Encore une fois, on entend toutes ces histoires selon lesquelles, aux Jeux olympiques, les épreuves sont en réalité programmées de façon à avoir lieu en prime time aux États-Unis. Ouais, c'est complètement commercial, oui, absolument. Oui, eh bien tu as raison. Je pense que tu connais le Comité international olympique? Ils essaient de convaincre la Chine d'accueillir les Jeux de 2036. Et la Chine, il n'y a aucun signe qu'elle soit intéressée. Ça montre simplement que l'intérêt pour les Jeux olympiques en général a pas mal diminué, non? Ouais. Donc, ils veulent vraiment que la Chine l'accueille, parce que la Chine dispose des meilleures installations et que tout le monde y a passé un excellent moment. Vous savez, on peut compter sur ces choses-là, mais pour l'instant, aucune ville en Chine n'est intéressée. Ils veulent même des endroits comme Hangzhou ou le Sichuan, Chengdu. Ils veulent ce genre d'endroit, mais Hangzhou et Chengdu ont dit non, nous ne sommes pas intéressés. C'est vraiment intéressant. Je veux dire, quand on pense aux Jeux olympiques de 2008, quel événement extraordinaire c'était et à quel point la Chine s'y est investie. Eh bien, cela en dit long.
Et je veux dire, les gens célèbrent toujours, tu sais, les athlètes olympiques. Ce sont toujours de grandes réussites, tout ça, mais je pense que l'intérêt pour eux a beaucoup diminué. C'est parce que les Jeux olympiques sont devenus, comme tu l'as dit, trop axés sur l'argent. Et je trouve tout cela tellement politique, extrêmement politique. Tu vois, c'est un tel deux poids, deux mesures. Traiter les Russes de cette façon et pas Israël. Je trouve ça totalement inacceptable. Eh bien, absolument. C'est la même chose d'ailleurs en Occident. Je veux dire, les Jeux olympiques ne sont plus du tout aussi importants qu'avant. Je me souviens de ma première arrivée à Londres. Non, pas en 1968, c'était en 1972. C'est la première édition des Jeux dont je me souviens quand j'étais enfant à Londres. Et c'était les Jeux de Munich cette année-là. Je me rappelle qu'en passant devant les magasins qui vendaient des télévisions, on voyait les Jeux diffusés dans les vitrines, avec des foules de gens dehors, regardant les écrans et suivant ce qui se passait. C'était de loin le sujet le plus important, ce qui se passait aux Jeux olympiques. On ne retrouve plus du tout cet enthousiasme, ni cet intérêt aujourd'hui. Eh bien, pour conclure, aujourd'hui, je me demande si tu es d'accord qu'on a l'impression que les gens s'en fichent complètement. Tu vois, le ministère de la Justice, on dirait qu'ils se moquent, que tout le monde voit qu'ils étouffent ce gigantesque scandale, le scandale Epstein-Skalenik. Je ne pense pas que les gens de Palm Valley se soucient vraiment de la façon dont le public perçoit ça, non? Et puis, il y a les Jeux olympiques, ce type, Mark Kennedy. Il n'a pas l'air de se soucier de jurer. Il a triché. Et ensuite, il jurait comme s'il n'avait rien fait de mal, comme si tout le monde sauf lui était le problème. Je veux dire, si quelqu'un a un minimum de respect pour lui-même, il ne ferait pas quelque chose comme ça. Il ne dirait pas quelque chose comme ça. Il se fiche complètement de la façon dont les gens le perçoivent, non? Et puis il y a Trump, n'est-ce pas? Il a mis en place ce conseil pour la paix ou quelque chose du genre, et il a dit qu'il allait y investir 10 milliards de dollars provenant du Trésor, l'argent des contribuables, dans cet organisme dont il serait responsable, 10 milliards de dollars. Je ne sais pas si c'est légal, mais il se moque clairement de la manière dont les gens perçoivent cela, non? C'est comme si les gens n'en avaient plus rien à faire, absolument. Tu as tout à fait raison. Mais bien sûr, cela n'est vrai qu'en Occident. Je pense qu'ailleurs, les gens s'en soucient vraiment. C'est un peu comme l'affaire Epstein dont je parlais. En dehors de l'Occident, les gens sont choqués. En Occident, les gens sont choqués, mais pas surpris. Ouais. Et je pense que nous avons atteint ce stade où l'on peut voir que l'éthique au sein du système a pratiquement disparu. C'est devenu uniquement une question de gains financiers. Et une société où cela se produit est en déclin très rapide. Oui. Et comme le fleuve Potomac à Washington, D.C., ils s'en moquent complètement. Ils s'en fichent. Ils font de l'eau pour Washington, D.C. Oui, exactement. Ouais. D'accord, parlons-en la semaine prochaine. Passe un bon week-end. Merci. Au revoir. Bye.